Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose de connaître l'histoire révolutionnaire de Louis Braille. Alors c'est parti. Comment Louis Braille a inventé un système d'écriture révolutionnaire? Il y a 200 ans, le français Louis Braille, qui avait perdu la vue à la suite d'un accident, a inventé une méthode d'écriture tactile à points saillants pour les malvoyants. Où serions-nous sans l'écriture? Depuis ses origines, il y a 5000 ans, dans l'ancienne Mésopotamie, l'histoire de l'écriture fait écho à celle de l'humanité. Les Grecs et les Romains ont développé des alphabets uniques. Les Chinois des caractères complexes, et aujourd'hui nous lisons des romans, des journaux et des posts sur les réseaux sociaux. Pilier de la civilisation humaine, l'écriture est fondamentale à l'application de la loi, à la connaissance et à la culture. Cependant, les aveugles ont dû attendre le 19e siècle pour y avoir accès. Entre 1824 et 1825, Louis Braille a créé un système de points saillants représentant des lettres que l'on pouvait lire au toucher. D'abord ignoré, son invention sera universellement adoptée au XXe siècle, ouvrant les portes d'un nouveau monde de connaissances pour les malvoyants. Au cours d'un discours délivré à la Sorbonne à l'occasion du 100e anniversaire de la mort de Louis Braille, Hélène Keller a dit « Nous, les aveugles, sommes autant redevables à Louis Braille que l'espèce humaine l'est à Gutenberg. » Un accident qui a changé sa vie. Petit dernier d'une fratrie de 4 enfants, Louis Braille naquit en 1809 dans le village de Coupvray à 45 km de Paris. Son père, Simon René, était sellier de métier, un commerce encore en demande à l'époque. La famille vivait confortablement et cultivait également des vignes pour en faire du vin. Il disposait d'un four à pain, un luxe pour l'époque que l'on peut aujourd'hui voir dans leur maison, devenue le musée Louis Braille dans les années 1950. La pièce maîtresse de cette exposition est l'atelier de travail du cuir, où le petit Louis eut un accident qui lui coûta la vue, changeant à jamais sa destinée et le cours de l'histoire. Âgé de 3 ans, Louis était un enfant curieux. Un jour, il se faufila dans l'atelier de son père, alors que personne ne s'y trouvait, et joua avec les outils qu'il observait souvent dans les mains des adultes. Quand il tenta de percer un trou dans le cuir avec un poinçon, l'outil dérapa et creva son œil. Cette blessure terrible causa une infection qui se répandit à ses 2 yeux, le rendant aveugle à l'âge de 5 ans. Les antibiotiques n'avaient pas encore été inventés. Ses parents en détresse ne voulaient pas que le sort de leur fils fût scellé par sa condition à une époque où les malvoyants étaient traités comme des sous-hommes, souvent tournés en ridicule à cause de leur handicap. Dans les rues françaises, ils étaient vêtus de tenues ridicules ou en étaient réduits à mendier.
L'éducation scolaire publique n'était pas encore obligatoire en France, mais les parents de Louis comprenaient l'importance de l'alphabétisation. Pour venir en aide à son fils, Simon René enfonça des clous sur un panneau en bois qui représentait les lettres de l'alphabet, et en homme d'église, l'abbé Jacques Paluy commença à instruire Louis Braille. À 7 ans, il fut scolarisé à l'école locale où il était le seul élève aveugle. Son enseignant fut frappé par son intelligence et sa joie de vivre, des traits de personnalité qui furent admirés par les proches de Louis Braille tout au long de sa vie. Quelques années plus tard, il obtint une bourse d'études pour continuer son éducation à l'Institution royale des jeunes aveugles, la première école du monde pour les malvoyants qui existe encore aujourd'hui sous le nom d'Institut national des aveugles, l'INJA. Il en était le plus jeune étudiant, à 10 ans. Le plus étonnant fut l'approbation de sa famille proche, qui le laissa quitter la maison. Sa mère et son père auraient très bien pu le garder au village, expliqua Farida Saïdi Hamid, conservatrice du musée Louis Braille. Sans le savoir, ils ont forgé sa destinée. Ce soutien familial a été une constante dans la vie de Braille, et il continua de revenir à Coupvray pour s'y reposer et s'y ressourcer tout au long de sa vie. Une chance d'apprendre, fondée par l'éducateur avant-gardiste Valentin Ahuy. L'institution était révolutionnaire tant dans sa méthodologie que dans son approche. Les élèves apprenaient une variété de sujets académiques et d'activités manuelles. Ahuy avait trouvé un moyen d'embosser les livres avec des lettres saillantes que les enfants pouvaient lire du bout des doigts, non sans mal. L'école a été un lieu aussi salvateur que funeste pour Braille. Il y attrapa probablement la tuberculose qui lui coûta la vie. Le bâtiment situé dans le quartier latin, le centre de la vie étudiante parisienne, était vétuste, humide et délabré. Au cours de la Révolution française, il servit de prison. Malgré ces conditions désastreuses et des punitions parfois sévères réservées aux élèves qui enfreignaient les règles, Louis Braille s'épanouissait, se faisant des amis et excellant dans ses études. Les enseignants étaient sensibles à son intelligence remarquable et ses qualités spirituelles. Son ami Hippolyte Colta écrivait plus tard: une amitié avec lui était un devoir consciencieux empli d'un tendre sentiment. Il aurait tout sacrifié pour elle, son temps, sa santé, ses possessions. La révélation. L'idée lui vint en 1821. Le capitaine Charles Barbier, un officier d'artillerie, avait trouvé un moyen pour l'armée française d'écrire la nuit pour qu'elle transmette et mette en œuvre les ordres sous couvert de l'obscurité. Convaincu des mérites de son invention pour les aveugles, Charles Barbier transforma ce code en un système basé sur la phonétique qu'il présenta aux étudiants. Il comportait des défauts linguistiques, la sonographie réduisait le langage au son, on ne pouvait donc épeler les mots en précision et il n'existait pas de ponctuation. Mais Braille eut une illumination. Un système basé sur des points s'avérerait une méthode facile et efficace pour que les malvoyants puissent lire et écrire. Il passa les 4 années suivantes à créer le code qu'il imaginait. Au sein de l'institution, il faisait des nuits blanches après la fin des cours. En vacances, de retour chez sa famille à Coupvray, les villageois décrivaient un garçon assis sur une colline, armé d'un stylet et d'un papier. À 15 ans, il parvint à créer ce qui deviendrait le braille. Un langage basé sur des cellules de 6 points rangés en 2 colonnes et 3 rangées.
Chaque combinaison de points saillants représentait une lettre de l'alphabet. Sa simplicité et sa logique étaient élégantes. Les élèves de l'école l'adoptèrent rapidement avec l'autorisation officieuse du directeur Alexandre René Pigné. Braille reconnaissait humblement ce qu'il devait à Barbier dans son livre de 1829, procédé pour écrire les paroles, la musique et le plein chant au moyen de points à l'usage des aveugles et disposé pour eux. Si nous avons mis en avant les avantages de notre méthode sur la sienne, nous devons dire en tout honneur que sa méthode nous a donné l'idée de la nôtre. La bataille pour le braille, malgré les mérites du braille vanté par Pigné et les lettres adressées au gouvernement, le système ne fut pas immédiatement accepté. L'ordre établi dicté par les voyants ne tolérait pas le changement et favorisait l'usage uniforme d'un système d'écriture unique. Braille est devenu enseignant à l'institution à 19 ans. Il fut diagnostiqué de la tuberculose 7 ans plus tard, le menant à prendre de longs congés de convalescence chez lui à Coupvray. Les machinations politiques de l'école provoquèrent le renvoi de Pigné, dont le remplaçant Pierre Armand Duvaux rejeta catégoriquement l'usage du braille. Il alla même jusqu'à brûler des livres et à punir les élèves qui le pratiquaient. Louis Braille continua avec grâce à se battre pour que son nouveau système d'écriture soit accepté. En 1840, il adressa une lettre à Johann Wilhelm Klein, fondateur d'une école pour aveugles à Vienne, montrant ses humbles efforts de persuasion en décrivant une autre de ses inventions, le décapoint, un moyen pour les aveugles et les voyants de communiquer. Je serais heureuse si mes petites méthodes pouvaient être utiles à vos élèves, et si cet exemple est à vos yeux la preuve de la haute considération avec laquelle j'ai l'honneur d'être monsieur, votre humble et dévoué serviteur, Braille. Un moment de reconnaissance arriva finalement en 1844 à l'occasion de l'inauguration des nouveaux locaux de l'école sur le boulevard des Invalides. À ce moment, Pierre Armand Duvaux avait changé d'avis sur le braille, grâce à l'instance de son directeur adjoint, Joseph Cadet. Après un cours prononcé sur le système de points saillants, les étudiants démontrèrent l'utilité de son usage en transcrivant et en lisant des vers. Cadet écrivit plus tard: Braille était modeste, trop modeste. Ceux qui l'entouraient ne l'estimaient pas à sa juste valeur. Nous étions peut-être les premiers à lui avoir offert la place qu'il méritait aux yeux du public. Que ce soit en diffusant son système plus largement dans nos enseignements de la musique ou en démontrant l'entière signification de son invention. La continuité. Louis Braille ne vit jamais l'adoption universelle du braille. Il mourut le 6 janvier 1852 entouré de ses amis et de son frère. Pas un seul journal ne publia un avis de décès pour l'homme que Jean Roblin, premier directeur du musée Louis Braille, appelait l'apôtre de la lumière. Des étudiants levèrent des fonds pour que le sculpteur parisien François Jouffroy lui sculpte un buste en marbre basé sur son masque de mort. En 1878, à Paris, un congrès international pour les personnes sourdes et aveugles proposa une adoption internationale du braille standard. Le braille fut officiellement adopté par les anglophones en 1932 et les efforts d'après-guerre de l'UNESCO unifièrent des adaptations en Inde, en Afrique et au Moyen-Orient. L'héritage de Braille ne saurait être surestimé. Au centième anniversaire de sa mort, les réalisations de Braille furent finalement célébrées lors d'un hommage national. Sa dépouille fut exhumée du cimetière de Coupvray et transférée au Panthéon à Paris.
là où reposent tous les grands citoyens français. Ses mains restèrent dans une urne décorée de fleurs en céramique sur sa tombe de couperet. Le défilé qui eut lieu à travers les rues de Paris vit des centaines d'aveugles bras dessus, bras dessous, certains portant des lunettes de soleil, d'autres se guidant à l'aide de cannes sur les pavés. Toutefois, 200 ans après l'invention du braille, la bataille continue. C'est un combat pour préserver non seulement la mémoire de Louis Braille, qui ne fait l'objet que de peu de biographies, mais également l'usage de ce système à l'ère du numérique. De plus en plus d'enfants malvoyants apprennent grâce à des écrans et des programmes audio. Mais des neuroscientifiques avancent que l'écriture est essentielle pour la pensée, la connectivité cérébrale et l'apprentissage. Les bienfaits cognitifs de l'écriture sont fondamentalement importants. Des études ont montré que lorsqu'une personne aveugle lit le braille par le toucher, le cortex visuel est stimulé. Avec une pénurie d'enseignants de braille à travers le monde, sa compréhension a largement diminué et son futur est en péril. Farida Saïdi Hamid, directrice du musée Louis Braille depuis 17 ans, compare la défense du braille à un combat pour défendre l'intelligence elle-même. Insistant sur l'extraordinaire personnalité de Louis Braille, Farida Saïdi Hamid déclare qu'il a toujours perçu son handicap comme une force et non comme une limitation. Tout comme Louis Braille s'est battu tout au long de sa vie, la lutte pour défendre son héritage doit continuer. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Sujet très intéressant sur Louis Braille. Je ne connaissais pas son histoire, ma foi. Je connaissais le braille évidemment. Je me doutais que le braille portait le nom de quelqu'un, mais je ne connaissais pas l'histoire derrière le nom. Voilà les amis, j'espère que de votre côté tout se passe bien. Quoi dire d'autre? C'est tout. Oui, c'est tout. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que tout se passe bien pour vous, que vous êtes en forme. Je tourne cette vidéo, on est samedi, mais il fait, dans le sud, il fait un peu plus frais, agréable. Je crois que ça va continuer dimanche. On peut un peu souffler, un petit peu de répit, ça fait du bien. Voilà, je vous laisse ici les amis. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Soyez heureux, soyez prudents, buvez de l'eau. Aidez vos proches, aidez les gens si vous pouvez. En tout cas, moi je vous souhaite tout le bonheur du monde comme d'habitude. Je vous fais